Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Le changement de narratif consiste tout simplement à regarder ce qui marche et que nous-mêmes, progressivement, qu'on s'approprie de notre narratif en venant non pas régner les difficultés que nous avons, parce qu'elles sont là, mais venir dire au-delà des difficultés, regardez ce que nous construisons. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Mais c'était quand même important, lors de mon passage ici en Belgique, de pouvoir nous rencontrer, de discuter de nos relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session de votre magazine d'information sur la PSB Télévision. Madame, Messieurs, de partout où vous nous suivez, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce soir, des violents affrontements ont été entendus cet après-midi dans la province du Nord Kivu, précisément dans les villages Bigogwe et Karambi, dans la localité de Kaira, groupement de Kachali Mokoto, dans le territoire de Massissi, entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis depuis les inondations enregistrées le samedi dernier, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa sont restés sans électricité. Le directeur général de la Société nationale de l'électricité est à pied d'œuvre pour pallier à cette situation. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Cette édition s'ouvre à la Cité de l'Union africaine où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience l'ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangeli, venu lui faire ses adieux après 26 mois de sa mission diplomatique à Kinshasa. Suivez. Je suis à la fin de mon mandat, donc j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, son Excellence le Président de la République. Un week-end d'au revoir. M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois, collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes.
M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur les sols congolais. C'est l'affirmation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, intervenant à la 10e édition du forum Rebranding Africa qui se déroule à Bruxelles. On l'écoute à travers ses propos recueillis. Nous avons aujourd'hui une stratégie de dire nous montons en puissance notre armée pour défendre notre pays. Nous sommes aussi dans un processus diplomatique parce que nous voulons la paix. Et il y a des accords de Luanda aujourd'hui qui sont en cours. Enfin, pour la première fois, le Rwanda vient d'accepter de donner un plan de retrait pour plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais. Donc, même si nous, on l'a dit, on nous dit que nous devons nous donner un plan pour le désengagement des miliciens FDLR, on l'a dit, bon, c'est quelque chose que nous avons fait depuis des années et que nous continuons à faire, mais enfin, aujourd'hui, on met le doigt sur la problématique. Il y a des soldats rwandais en RDC, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports certifiés par les Nations Unies. Et donc, à partir du moment où c'est le voisin qui vient agresser, c'est à lui de se retirer de chez nous. Toujours dans le cadre de son séjour à Bruxelles, en Belgique, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a échangé avec son homologue de la Belgique, Alexandre Decro. Au menu de leurs échanges, les questions en rapport avec les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Suivez. Ça a été juste un échange entre le Premier ministre belge actuel. Vous savez qu'il y a tout un processus de renouvellement au niveau de la Belgique, mais c'était quand même important, lors de mon passage ici en Belgique, de pouvoir nous rencontrer, de discuter de nos relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Et donc nous avons profité de ce moment pour faire cet échange-là par rapport à tous les enjeux qu'il y a entre nos deux pays. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes dans une position où la Belgique est en train de nous voir aujourd'hui en tant que partenaire plutôt qu'autre chose. Et nous sommes vraiment dans un processus de partenariat gagnant-gagnant. Revenons à Kinshasa où le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a eu une séance de travail avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo, SYNECO, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus de la province du Congo central, Jonas Tshundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aux multiples problèmes administratifs. Suivez. SYNECO lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après avoir eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation de ces syndicats des enseignants du Congo, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tshundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail.
Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Vital Kamerhe a soulevé le fait que le budget de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant la bonne exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la Syneco à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la Syneco d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il a appelé la Syneco à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Il faut noter que cet exercice sera prolongé vers les syndicats des médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invités en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025. La paie du mois d'octobre connaîtra un retard de 10 jours suite à la mécanisation et les réajustements des salaires conformément au protocole d'accord signé lors des travaux de la commission paritaire gouvernement syndical. C'est ce qui ressort d'un échange entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et les différents fonctionnaires. Suivez. Quelques jours de la fin du mois d'octobre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a reçu le président Haï du comité de suivi de la paie des fonctionnaires, l'ordonnateur délégué du gouvernement, ainsi que le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, venu lui faire rapport sur l'évolution de la préparation de la paie des agents publics de l'État du mois d'octobre. De ce rapport, il ressort que la paie de ce mois d'octobre connaîtra un léger retard dû aux multiples opérations liées notamment à l'intégration des nouveaux agents mécanisés dans le système. Les ajustements qui sont en train d'être faits, les ajustements décidés lors des travaux des banques syndicales et le gouvernement, mais aussi les nouvelles mécanisations font en sorte qu'il y ait beaucoup de travail à faire au niveau de la direction de la paie. Et cela engendrera certainement un glissement dans le paiement des salaires du mois d'octobre. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est important de faire une paye complémentaire pour les ajustements, pour l'application de la grille barémique, etc. On a dit non, on accepte un petit retard qui serait 10 jours, 11 jours maximum, ok, au lieu de mettre les fonctionnaires dans une situation où ils seront appelés à suivre les compléments de leur rémunération. Et donc, le VPM nous a reçus et on a exposé les problèmes. Il nous a donné des orientations. Et donc, pour nous, c'est l'occasion d'appeler tous les agents et fonctionnaires de l'État au calme, que la question est prise en charge, que les services sont en train de travailler nuit et jour pour que la paye soit effectuée dans le meilleur délai. Avant de présenter leur rapport au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, l'équipe a été dans tous les services de la direction de paye pour se rendre compte de la façon dont les agents de cette direction préparent des états de paye pour permettre à l'ensemble de l'administration publique du pays d'être payés dans des bonnes conditions malgré le petit retard enregistré.
Et puisqu'on en parle, après des heures d'intenses discussions entre les deux commissions, à savoir gouvernementale et syndicale, un accord a été finalement trouvé le week-end dernier en fin de soirée du samedi 19 octobre 2024. Suite aux échanges fructueux, le gouvernement de la République s'est engagé à plusieurs actions concrètes pour répondre aux attentes des professionnels de la santé. Et parmi ces engagements, l'on note entre autres l'alignement de la prime des risques de la 4e trimestre de l'exercice budgétaire en cours. Suivez. Ministre de la fonction publique, Monsieur le vice-ministre, ministre du budget, Madame la vice-ministre, ministre des Finances, Messieurs les responsables de la coordination du banc syndical, Messieurs et Mesdames membres des syndicats, mais surtout, chers confrères, chers collègues, c'est un immense plaisir aussi pour moi de voir l'atterrissage en douceur que nous venons de faire à l'issue de ces assises de Vibois qui ont permis d'évaluer tout ce qui a été fait jusqu'à présent et de poser des bases pour un avenir où nous serons de plus en plus en harmonie en termes de réponses que nous donnons tous aux besoins sociaux de notre corporation ou de nos corporations. Il est vrai que le banc syndical et les syndicats de façon générale, c'est une bataille permanente pour améliorer la vie sociale des travailleurs, et nous sommes fiers d'avoir des partenaires. Parce qu'il est vrai que sans partenaires, on ne peut pas discuter. Dans toutes les structures, il faut toujours qu'il y ait des personnes avec lesquelles on peut parler, parce que comme on a dit à l'entrée, tout se termine toujours par la parole. En tant que médecin et en tant que travailleur de la santé, j'ai vécu beaucoup de grèves depuis que j'étais jeune médecin, et malheureusement, on voit dans le monde entier que parfois les batailles finissent par se terminer par un bras de fer, mais heureusement pour nous, grâce à vous, ça n'a pas été très long. Et nous espérons bien entendu que la paix sociale que vous incarnez par le travail que vous faites va permettre en fait que vous puissiez développer votre art au quotidien, que vous puissiez développer votre travail au quotidien pour le bien-être de notre population. Quant à nous, au gouvernement, et surtout au niveau du ministère de la Santé, notre objectif c'est de développer la politique qui permet de pérenniser les acquis et surtout de les améliorer. Clos les travaux de la commission paritaire gouvernement et le banc syndical de la santé dédié à l'évaluation et la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux bancs syndicaux, les deux collèges d'organisation. Je vous remercie. Oui, nous avons une grande satisfaction parce que les travaux viennent d'atterrir en douceur. Les deux parties se sont convenues et nous avons pu arracher beaucoup de choses du gouvernement. Entre autres, il y a l'alignement à la prime de risque et en même temps le réajustement pour le mois d'octobre ici. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays d'état de droit et être droit lorsqu'on le réclame correctement. Nous avons estimé qu'il était opportun pour nous de réclamer les droits des travailleurs. En résumé, nous avons fait gagner au cadre du secteur santé l'alignement à la prime des risques au mois d'octobre ici. Lors de sa prise de parole à la 10e édition de Rebranding Africa Forum qui se tient à Bruxelles, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est revenu sur la nécessité du nouveau narratif consistant entre autres à mieux vendre l'image de la République démocratique du Congo à l'étranger. Suivez.
Le changement de narratif consiste tout simplement à regarder ce qui marche et que nous-mêmes, progressivement, qu'on s'approprie de notre narratif en venant non pas régner les difficultés que nous avons, parce qu'elles sont là, mais venir dire au-delà des difficultés, regardez ce que nous construisons. Deux mots introductifs d'un ministre de la Communication et Médias qui expose sur le pourquoi du changement de narratif, vision du président Félix Tshisekedi à travers une diplomatie agissante pour parler autrement de la RDC. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, à lors de ses panels aux côtés de ces grands noms de l'Afrique, rappelait l'importance de narrer autrement l'histoire de la RDC outre celle véhiculée par certains médias occidentaux. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous réapproprier ce qui est dit sur notre pays, parce que ce qui est le plus souvent dit ou entendu de notre pays n'est pas ce qui nous reflète. Nous avons évidemment une situation d'insécurité, nous avons effectivement des défis à relever, mais nous pensons aussi qu'il y a une jeunesse résiliente qui s'élève matin et soir et qui arrive à faire vivre ce pays-là. Combat du siècle, résilience de la population de Goma. Goma, une ville de la RDC qui se développe du jour au lendemain, malgré l'agression rwandaise sur le sol congolais. J'ai regardé les jeunes qui aujourd'hui, depuis 94, les jeunes qui ont 30 ans à Goma sont nés dans la guerre. Mais comment ils font pour vivre? C'est la partie du pays qui se développe le plus en République démocratique du Congo. Et en le regardant, je dis, mais il y a la résilience ici. Mais pourquoi c'est pas cet aspect des choses qui est mis en avant? Déjà hier jeudi, répondant à une question lors de Welcome Business Cocktail, investir en RDC, le porte-parole du gouvernement RD congolais est resté dans la droite ligne du gouvernement souminois. Comme la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, il a invité les investisseurs à venir en RDC. Dans un autre chapitre, le ministre de l'Intérieur suit de près les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la paix, la sécurité et le développement de province. C'est dans ce cadre que la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba l'a rappelé au gouverneur de la province du Kasaï central, Moïse Kamboulou, qu'elle a reçu dans son cabinet de travail. La paix et la quiétude doivent régner dans toutes les institutions provinciales. La vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshela-Kamba, a fait part au gouverneur du Kasaï central de cette ferme instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours d'une entrevue de 2 heures, le numéro 2 de la territoriale a insisté sur la volonté de l'autorité suprême portée par les gouvernements de désenclaver toutes les entités de la République entre animateurs et administrés. Il était tout à fait indiqué que je passe d'abord la rencontrer pour lui présenter mes civilités, mais aussi faire un tour d'horizon avec lui sur la situation générale qui prévaut au Kasaï central. Elle a été très enthousiasmée, très positive. Elle m'a encouragé, elle m'a donné des conseils et j'ai compris qu'elle tient véritablement à ce que chez nous, nous soyons dans la sérénité la plus totale et que règne la quiétude sur toute l'étendue de notre province. Elle nous a promis son accompagnement total pour que, effectivement, au Kasaï central, tout se passe dans la paix, dans la sérénité et dans la tranquillité totale. Ayant suivi avec une oreille soutenue les orientations reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshela-Kamba, le gouverneur du Kasaï central prend l'engagement de ne pas trahir et décevoir sa hiérarchie. Pendant ce temps, la fondation Doudou Fwamba Likundeli Botaï apporte de l'eau aux fidèles musulmans de la mosquée centrale de Kisangani, un puits d'adduction d'eau potable d'une capacité de 3 mètres cubes construit aux standards internationaux ont été rendus aux bénéficiaires. Suivez plutôt ces reportages. C'est un puits d'adduction d'eau potable d'une capacité de plus de 3 mètres cubes qui est construit au standard international en faveur de fidèles musulmans qui fréquentent la mosquée centrale de Kisangani. Une dotation du ministre national de Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, saluée par l'ensemble de la communauté musulmane de Kisangani. Cheikh Hassan Kabongo, chef de l'entité islamique, remercie Doudou Fwamba pour ce geste et prouve l'importance de cet ouvrage. La communauté islamique de la province de la Tchop, à travers la mosquée centrale de Kisangani, remercie la fondation Doudou Fwamba pour la dotation de l'eau de forage que nous estimons. Ça sera pour nous la permanence pour le bon déroulement
de prière dans cette grande mosquée, car la purification pour nous est l'une des conditions pour effectuer cette prière. Pour Rachidi Lusangui, président de l'association collective des musulmans pour le développement communautaire, cette œuvre est tout d'abord le reflet du dynamisme et de l'engagement de son association. Rachidi Lusangui appelle les autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas de Doudou Fambalikun de Liboutaï en soutenant la réhabilitation de la mosquée centrale de Kisangani. Nous disons infiniment merci à son Excellence Doudou Famba pour son geste de charité à l'égard de la communauté musulmane. Puisse-elle aller très haut, le bénir davantage et l'assiste dans ses lourdes responsabilités. Mesdames et messieurs, nous réitérons notre appel à toutes personnes de bonne foi à nous accompagner dans l'attente de nos objectifs fixés, dont la réhabilitation complète de la mosquée centrale de Kisangani. Madou Ramazani, directeur technique de la société RAM Corporate Service, entreprise qui a construit cette adduction d'eau, revient sur les différents travaux exécutés. Les travaux ont consisté à l'inspection du site d'exploitation en faisant une étude topographique, la foration du puits de grand diamètre d'une circonférence de 36 cm et d'une profondeur de 18 mètres, l'équipement des matériaux et matériels appropriés ainsi que le raccordement des réseaux de distribution d'eau du puits à la citerne vers les robinets, etc. Est alors intervenue la coupure du ruban symbolique par le président d'intérim de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, l'honorable Paul Rifelo Sabomboli, suivi de la visite de l'ouvrage du tank au robinet à la grande satisfaction de tous les invités. Parlons justice à présent. Les procureurs généraux près la Cour de cassation donnent des nouvelles orientations aux procureurs généraux auprès les cours d'appel de toutes les provinces de la République démocratique du Congo après la rentrée judiciaire de son office. Firmin Vondemambou les a tous réunis à Kinshasa avant leur retour dans leurs juridictions respectives. Les comptes rendus de leurs échanges a été fait par Madame Edoxy Maswama, procureure générale près la cour d'appel de l'Itouré. Suivez. Pendant au lendemain de la rentrée judiciaire de la cour d'appel, de la cour de cassation plutôt, le procureur général a tenu à nous réunir en séjour avant que nous puissions tous regagner nos ressorts respectifs. Il a tenu à nous réunir afin de nous rappeler d'abord des anciennes instructions contenues dans les circulaires, mais qui souffraient quand même, qui n'étaient vraiment pas très bien appliquées. Et il en a également profité pour nous donner des nouvelles instructions en rapport avec certaines réquisitions qui devaient absolument contenir son surseing, ou disons avoir plutôt son visa. Voilà. Il a demandé à ce que certaines réquisitions soient soumises à son visa avant que nous ne puissions les adresser soit à des banques, soit à des maisons de télécommunications. Il nous a également rappelé la discipline. Il nous a dit ce que nous savons déjà, mais il a vraiment martelé pour que nous puissions vraiment l'appliquer. Il nous a rappelé que nous devions plutôt accomplir nos devoirs de magistrat. Entre autres, l'inspection régulière ou mensuelle de la prison, ainsi que les inspections des amigos. C'était vraiment très important, surtout en cette période où malheureusement l'État n'a pas encore assez de prisons pour contenir tous les délinquants que nous arrêtons. Alors il était pour lui primordial de nous rappeler le principe selon lequel l'arrestation, la liberté est le principe et l'arrestation l'exception, de manière à ce que dans chaque dossier que nous avions, nous puissions faire intervenir ce principe pour ne pas envoyer trop de gens à la prison, pour pouvoir déjà à notre niveau essayer de pouvoir désengorger la prison. Voilà. Et pour terminer, je crois que ses proches collaborateurs qui étaient avec lui nous ont également prodigué certains conseils et nous ont également demandé de pouvoir accorder
plus de célérité au traitement des courriers qui viennent du parquet général et aussi de pouvoir encadrer les magistrats qui sont sous notre surveillance, sous notre contrôle. Et à la fin, il nous a souhaité bon retour et surtout beaucoup de courage et nous a encouragé à faire encore plus que ce que nous faisions déjà pour rendre service à la République ou à la nation. Votre nom, madame? C'est madame Edoxy Massoua Manfoui, procureur général pour la Cour d'appel des Litours. Je l'avais dit dans les titres, plusieurs quartiers dans la ville de Kinshasa sont restés dans le noir après les inondations enregistrées lors de la pluie de la nuit du vendredi au samedi dernier. Et pour pallier à cette situation, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde, a laissé entendre que les transformateurs numéro 1 devraient déjà être remis en service. Suivez. Bien, merci. Donc le premier message d'abord, c'est de remercier tous les exploitants et les opérateurs et les journaliers qui sont ici depuis hier. Le deuxième message, c'est que par rapport aux incidents qu'on a pu connaître dans le passé, on avait pris chaque fois les leçons pour réduire le temps d'indisponibilité. Comme vous voyez, on est sous le sol, c'est sec, donc les mesures de mitigation ont fonctionné. Alors, en fin de journée, on devrait remettre en service le transfo numéro 1, ici il y a 2 transfos, et reprendre tous les fédères prioritaires, et puis calmement demain, parce qu'il y a encore des problèmes d'humidité sur le transfo numéro 2, les équipes vont venir reprendre les mesures et relancer le transfo de demain. Donc ça veut dire que par rapport aux incidents passés qu'on a connus, les temps de reprise sont de plus en plus rapides. Avec les équipes aujourd'hui, les réflexions, on a également, ils vont mettre en place des mécanismes encore pour renforcer la lutte anti-inondation des équipements électromécaniques. Donc ils vont faire les calculs, mais on va pouvoir mettre des barrières mobiles, un peu comme au niveau du bâtiment des cellules là-bas, ou bien même ici à l'entrée, il y aura des barrières mobiles qui permettront de bloquer l'eau plus longtemps à l'extérieur. Comme ça, on minimise les risques d'inondation des équipements. En fait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que moi, je ne peux que remercier, comme j'ai dit, les directeurs ici, les exploitants, les journaliers, parce que tout ce travail est faisable grâce à eux. Et puis surtout, ils ont mis en place des mesures qui permettent de raccourcir l'indisponibilité. Hier, à cette heure-ci, il y avait de l'eau ici partout. Ce matin, à 6h20, il y avait encore 10 cm d'eau. Il est maintenant 17h30 et ils sont prêts à remettre en service le transfo numéro 1. C'est-à-dire qu'en moins de 48 heures, on est en mesure de reprendre l'exploitation normale. Maintenant, vous avez vu tous les bâtiments qui sont en train d'être construits, qui obstruent en fait l'évacuation de l'eau. Là-dessus, je pense que son Excellence, le ministre des Ressources hydrauliques, est passé hier avec le responsable de l'unité de coordination du projet du ministère, parce qu'il y a un projet qui s'appelle Kinelenda, qui est censé prendre des dispositions pour dégager le lit de la rivière Kalamu ici, pour qu'au moment où elle déborde, que les eaux ne viennent pas se déverser, notamment au poste. Tour de province à présent, débutons ce tour dans le Congo central. Souvenez-vous, une année s'est écoulée déjà depuis la disparition de Nemwanda Ntsemi. Et pour commémorer cet premier anniversaire, le gouverneur de la province du Congo central, grâce Kwanga Maswangibi Lolo, a assisté à un culte d'action de grâce qui a été organisé dans l'église Bundu Diamayala dans sa juridiction. Suivez.
En bon père de famille, le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Mwanswangi Bilolo, a répondu favorablement à l'invitation du mouvement politico-religieux Bundudia Mayala en rapport avec la première célébration de la disparition du grand leader et chef spirituel Nemwanda Nsemi par la présence de son conseiller politique Maître Hippolyte Vassikambele, qui l'a représenté à cette cérémonie tenue le vendredi 18 octobre 2024 dans la salle Ntsona Matadi. Organisée avec faste, cette journée historique et significative a été rehaussée de la présence des adeptes de Bedem, de la notabilité Nkongo, ainsi que du maire de la ville de Matadi, de députés provinciaux, du commissaire provincial de la PNC et bien évidemment de quelques membres du cabinet du gouverneur. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer la mémoire d'un homme qui, par ses paroles, ses actions, a marqué non seulement la vie politique congolaise, mais aussi la vie spirituelle de Noirs en général, de Congolais et du peuple Congo en particulier. Cet homme, c'est l'honorable Nemwanda Nsemi, Longia Congo, le chef spirituel de Bundudia Congo et le président national de Bundudia Mayala, et donc notre très cher père. Un homme qui a marqué l'empreinte sa nation et son peuple. Représentant personnel du chef de l'exécutif provincial, Maître Hippolyte Vassikambele a donc transmis le mouchoir du patron de la province. Cette initiative est de nature à consolider dans la mémoire collective le nom glorieux de Nemwanda Nsemi. La meilleure manière de célébrer le premier anniversaire et tous les autres anniversaires des Kaka Nemwanda Nsemi consiste à demeurer dans l'unité et dans l'esprit de solidarité. Tel est l'héritage à préserver. Nemwanda Nsemi se confirmera un personnage historique, patrimoine national et international, et on ne cessera de le dire, Nemwanda Nsemi est mort, vive Nemwanda Nsemi. La joie était à son comble dans la salle des célébrations, une façon de rendre les hommages à cette figure de proue de la politique et des valeurs. Né en 1946 dans les territoires de Luozi et dans la province du Congo central, député national pendant des législatures, Nkaka Nemwanda Nsemi est donc le chef spirituel du mouvement Bundudia Mayala et Bundudia Congo, il a lutté pour la revalorisation des valeurs Congo. Vous ne le saviez peut-être pas, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à la semaine courante à Kisangani. Nous sommes dans la province de la Tchopo. C'est ce qui a bousculé l'agenda du gouverneur Paulin Lendongolia Lebabonga qui séjournait à Kinshasa. L'autorité provinciale a regagné sa juridiction pour préparer justement l'accueil du chef de l'État. Super. Il revient de Kinshasa, la capitale, pour une mission officielle. Au bas de la passerelle pour l'accueil du gouverneur de province Paulin Lendongolia Lebabonga, le comité provincial qui conduit le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou. Le gouverneur de la Tchopo annonce la bonne nouvelle, l'arrivée imminente à Kisangani du chef de l'État, Paulin Lendongolia Lebabonga. Aujourd'hui, je suis à Kisangani, particulièrement, chef-lieu de la province de la Tchopo. Je suis arrivé 4 jours avant l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas actuellement de polémique à faire, si pas venir préparer l'accueil du chef. Voilà pourquoi ici je profite à appeler mes frères et sœurs tchopolais de prouver combien de fois nous sommes derrière le Président de la République. Lui réserver un accueil digne de son rang. C'est la raison qui m'a poussé de venir si vite, bien même que les jours de ma mission n'étaient pas encore à la fin. Mais je me suis décidé de venir rapidement pour accueillir mon chef. Ont également effectué les déplacements de l'aéroport de Bangoka pour accueillir l'autorité provinciale, les membres du gouvernement de la Tchopo, ceux du cabinet du gouverneur ainsi que les notables de quelques partis politiques. Et parmi les délégations déployées à Kisangani pour l'accueil du chef de l'État, l'on trouve les députés nationaux qui sont conduits par l'honorable Grace Nehema qui a adressé un message à la population tchopolaise de réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens de la République. On l'écoute. Fils et filles de la Grande Orientale, nous n'avons aucune excuse, aucune raison de ne pas venir nombreux soutenir
accueillir notre président de la République. Nous sommes les premiers, si je le dis bien, je pèse mes mots, nous sommes les premiers bénéficiaires de ce qu'il a fait pendant ce gouvernement. Ici, nous avons 8 membres du gouvernement, nous avons un membre dans la chambre basse, et il y a encore des enjeux. Je sais qu'il y a encore d'autres surprises pour la Grande Orientale. Donc, aucune excuse. J'interpelle et j'appelle à mes frères et sœurs de venir nombreux pour montrer cette reconnaissance. Mais il faut quand même être reconnaissant de la vie. Nous ne pouvons plus nous plaindre. Le président nous a honorés. Honorons-le par sa visite dans la Grande Orientale à partir de la Chopo. Merci. Et pour finir, comme je l'avais dit à l'entame de cette édition, mesdames, messieurs, des violents affrontements ont été entendus dans les villages de Bigongwe et Karambi, dans la localité de Kaira. Nous sommes dans les groupements de Bachali et Mokoto, dans les territoires de Massissi. Les militaires rwandais se sont dirigés dans les groupements Bachali et Mokoto, dans les territoires de Massissi, justement pour désorienter les résistants de l'autodéfense Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, qui étaient déjà à la porte du village Kalemba. En ces moments, les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait face à la coalition M23, RDF, UPDF dans le village de Kalembe. Les affrontements se poursuivent donc jusqu'en ces moments, tels que nous renseignent nos correspondants sur place. Voilà tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. Depuis les inondations enregistrées à Kinshasa dans la nuit du vendredi au samedi dernier, plusieurs quartiers de la ville sont restés dans le noir, et dans ces cadres, pour répondre à cette problématique, le directeur général de la Société nationale d'électricité, Fabrice Lusinde, a fait la ronde de plusieurs cabines et a laissé entendre que les transformateurs numéro 1 devraient déjà être remis en service. Et puis c'est lundi dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Massissi, au village Bigongwe, et Karambi dans la localité de Kaira. Les affrontements se sont fait signaler entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23 appuyé par l'armée rwandaise. Ces affrontements se poursuivent jusqu'à l'instant où nous parlons. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition. Voilà qui met un terme à cette saison d'information, mesdames, messieurs, de partout où vous nous avez suivis. Merci de nous avoir renouvelé votre fidélité. Merci également à l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser cette édition tardivement, comme vous pouvez les constater à travers la qualité de ces images. Si elles vous ont lésé, nous vous présentons toutes nos excuses, et cette équipe professionnelle restera toujours à nos côtés pour vous offrir les images de meilleure qualité dans les jours qui suivent. Restez-nous donc fidèles. À très vite.